Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deck tech dédiée au troisième chapitre de Lorcana. Ça y est, le troisième chapitre est sorti dans vos local game store. Pour ceux qui ont commandé sur internet, vous recevrez vos produits le 8 mars. Donc là, on est un peu dans l'entre-deux où ceux qui ont du Lorcana en boutique ont déjà pu mettre la main dessus. Ceux qui ont dû commander sur internet, évidemment, doivent encore attendre de recevoir leur carte. Moi, je suis dans le cas des gens qui doivent attendre. Mais en attendant, bien sûr, j'ai ce merveilleux soft qui est Pixelborn pour aller tester toutes les nouvelles cartes. Avant toute chose, c'est le moment de soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un pouce bleu, en partageant dans l'espace commentaire et en déroulant la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux. Je rappelle qu'on est en live sur Voct à 18h 4 fois par semaine, le dimanche, le lundi, le mercredi et le jeudi. Et puis qu'évidemment, on sort des vidéos sur tout un tas de chaînes différentes dédiées au multi-TCG, à Disney et aussi à l'univers de Magic. Le deck du jour dont j'avais envie de vous parler, c'est un deck qui pour l'instant a pas forcément encore trop performé. Les decks les plus notables actuellement sont plutôt les decks vert-gris, vert-violet et violet-rouge. Je vous ferai d'ailleurs dans une vidéo qui sortira très prochainement un top 3 des premiers meilleurs decks du méta dans ce chapitre 3 de l'Orcana. Mais c'est vrai que l'association Humber Steel, moi c'est une association donc jaune gris, c'est une association qui me parle beaucoup, que j'ai beaucoup joué au premier set, qui est un peu tombé en désuétude au niveau du set 2 et qui à mon sens, a de gros arguments pour revenir dans ce chapitre 3. Donc j'ai essayé de faire une popote, une nouvelle mouture pour tester la synergie dans cette bicolorité-là. On reste toujours évidemment sur un thème chanson, un thème song, hein. On a l'opportunité de chanter plein de chansons très très puissantes. Mais au lieu de maximiser le fait d'avoir des chanteurs, comme ça pouvait être le cas notamment lors de la saison 2, eh ben, on va plutôt essayer de mettre en place beaucoup de cartes alter, donc des cartes qui ont la capacité shift. Ça permettra justement d'avoir de très très bons chanteurs, mais qui au-delà d'être des chanteurs sont aussi des cartes très puissantes. Donc l'idée ici c'est de tester les nouvelles cartes comme Robin Hood, qui est déjà joué notamment dans les decks vert-gris, mais aussi comme Pluto, qui pour le coup lui a été pas mal testé avant la sortie du jeu, et qui depuis la sortie du jeu peine entre guillemets à se faire une petite place dans le metagame. Moi je pense que Pluto c'est une très bonne carte, ça permet d'être un excellent chanteur, une très très bonne carte rempart, ça peut protéger des cartes clés comme Stitch, et en plus c'est une carte qu'on peut accélérer très rapidement avec le Pluto A1, qui lui synergise très bien aussi avec le dock. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a une vraie transition assez naturelle entre la curve d'early game, qui est vraiment du coup très early game, avec 16 cartes qu'on peut jouer au tour 1, ce qui synergise très très bien avec Stitch Rockstar, hein, qui est évidemment une des stars de l'Orcana depuis le premier chapitre. Mais ces cartes-là sont toutes des supports à altération, que ce soit pour Robin Hood, Stitch Rockstar, Pluto et Cinderella. Donc du coup, toutes ces cartes-là font la transition pour les altérations qui coûtent très cher. Mais au-delà de ça, on a des cartes au milieu comme le dock, qui va nous permettre, même si on n'a pas le bon support à altération, de juste réduire le coût de nos cartes très très chères. Donc il suffit d'avoir un Pluto et un Dock sur le champ de bataille pour qu'on soit capable de jouer à la main assez facilement une Cinderella ou une Stitch ou un Stitch Rockstar. À côté de ça, on a les très très bonnes cartes de la synergie Amber Steel, hein, donc c'est Simba. On pourrait jouer Kida aussi, qui donnerait un autre support à altération à la nouvelle légendaire. J'ai estimé que ça pouvait pas rentrer pour l'instant dans le deck dans les tests que j'avais envie de faire, mais on pourrait faire de la place pour essayer cette synergie-là. On va effectivement jouer Ariel et c'est normal, hein, c'est une des meilleures cartes quand on veut jouer beaucoup de chansons. Et effectivement, des chansons, on en joue pas mal. On a 19 chansons dans ce deck-là, avec notamment la nouvelle chanson The Bare Necessities, qui va nous permettre d'aller chercher une carte clé dans la main de l'adversaire pour la faire défausser. Ensuite, on a Let the Storm Rage, qui en fait, cette carte, à elle toute seule, me pousse à jouer Cendrillon, parce que parmi tous les drop 1 que je pourrais jouer, Cendrillon est celle qui m'intéresse forcément le moins, parce que c'est un support d'altération qui est moins clé. Disons que Cinderella, dans notre plan de jeu, est moins important, à mon sens, que plutôt Stitch et Robin Hood. Mais juste le fait que cette carte-là puisse chanter en early game Let the Storm Rage, et Let the Storm Rage est une carte qui peut tuer Morph, qui a l'air d'être déterminant dans les stratégies vert-gris, et bien ça m'a donné envie de paquer ce petit duo qui a été, entre guillemets, pendant un instant donné en chapitre 2, une petite star du format. Donc voilà, on pourrait sinon estimer que si Morph n'existait pas dans le format,
que Let the Storm Rage n'avait pas forcément vocation à être joué dès le tour 2, et auquel cas on pourrait avoir la Queen qui s'altère très très bien sur la Queen A5 et qui nous permettrait d'avoir un autre chanteur de très très bonne qualité. Les nouvelles chansons aussi qu'on va vouloir jouer, c'est Zeus, du coup, qui est capable d'aller chercher des personnages assez puissants, qui ont beaucoup d'endurance. Je pense notamment à la Bête Grise, qui est effectivement très très puissante, notamment quand elle arrive tour 3, suite à une altération de Morph. Vraiment, Morph, c'est un peu une carte clé des nouveaux decks verts, et donc c'est pour ça qu'on a envie d'avoir pas mal de gestion à cette carte-là, que ce soit avec Let the Storm Rage ou alors avec Raging Fire. Et puis sinon, à côté de ça, on a juste les cartes très puissantes d'Amber Steel Song, c'est-à-dire A Whole New World pour se refaire une main, et Grab Your Sword pour aller attraper les boards de l'adversaire. Donc j'ai hâte de tester ça. Est-ce que la disparition de la partie flûte et la disparition de la partie midrange, avec donc du coup le cut de Benji, le cut de la Beast A5 et compagnie, pour maximiser les effets shift et les chansons, est-ce que ça va faire du bien à la decklist? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. On se retrouve directement sur Pixelborn. Le deck, il a été apporté ici. Je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez le tester directement sur Dreamborn Inc. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos decklists directement sur notre lien. C'est parti pour un peu de ladder. Alors j'imagine que je vais rencontrer les decks populaires du moment, c'est-à-dire vert-gris. C'est exactement le genre de deck que j'ai envie de taguer pour pouvoir tester la puissance de mon paquet. On peut aussi rencontrer pas mal de decks green améthyste. Ici, on rencontre une association de couleurs assez peu populaire. Donc vert-bleu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, on est un peu dans le spot que moi je vais appeler un peu cailleux, où on a certains alters, mais pas les bons supports à altération. Donc est-ce qu'on veut relancer les supports et garder les alters, ou inversement relancer les alters pour essayer de trouver les supports? C'est une bonne question. Au vu des couleurs, je ne crois pas que Grab Your Sword soit déterminant, et je crois que je vais rester comme ça, en vrai. Je vais garder cette main. Ok, on va pouvoir jeter notre ami Robin Hood, on en a déjà un, et on va commencer directement par jouer une chanteuse. Le fait de jouer une chanteuse, ça nous permettra d'attraper typiquement si mon adversaire joue Morph, qui est vraiment une des cartes clés du troisième chapitre. Ça nous permettra de jouer par exemple un Simba et de chanter une Raging Fire pour aller gérer Morph. Et je pense que c'est vraiment déterminant dans les patterns de play qui vont être mis en place dans le chapitre 3, quoi. On a un deck qui peut être sensible à Ursula. Typiquement ici Ursula, ça permettrait d'enlever une de nos interactions ou alors la sélection de main. Et on voit que c'est Grand-Mère Tala qui est joué ici. Je suppose que mon adversaire doit jouer la légendaire, qui est plutôt une bonne carte, je pense. J'ai pas encore vu de deck très déterminant tourner autour de la carte, mais ça m'a l'air d'être une belle option. Je crois pas du coup que toutes les gestions que j'ai soient efficaces. Je pense qu'on peut assez aisément jouer un Simba, pas forcément. Ouais, si on peut le mettre en bodyguard. Ouais. Et on va pas lui donner directement son mana, on va laisser l'adversaire aller bazarder Grand-Mère Tala dans une de nos créatures, plutôt que de lui donner directement son encre. Alors je dis mana évidemment, hein, des formations professionnelles sur Magic, je sais qu'à l'Orcana ce sont des encres, mais l'encre c'est quoi? C'est de l'énergie, ça vous permet de jouer vos cartes, et ça c'est Magic qui l'a inventé en 1993 grâce à l'ami Richard Garfield. Ouais, je dis l'ami, c'est un pote. Est-ce que j'ai envie d'aller voir ce que la personne fait? Probablement. On va d'abord aller voir un peu ce qui se passe dans l'espace. Ok, donc c'est un deck support, ou alors c'est quelqu'un qui joue plutôt avec les cartes qu'il a. Je vois qu'il y a une Queen qui fait pas trop sens. On a le droit d'enlever que ça, donc on va le faire, parce qu'on peut pas enlever un personnage. Et Aurora et Alice, ouais, je sais pas trop quel genre de deck on est en train d'affronter. J'ai la sensation que ça c'est un peu lointain, et en même temps on pourrait bientôt shift dessus. Probablement que ce Robin Hood fait pas vraiment sens ici, et qu'on va juste passer le tour. Bon, on n'a pas l'air d'affronter un deck très déterminant dans le méta. Ça peut être pas mal pour tester la fonctionnalité de mon deck de prime abord.
Et ensuite, une fois qu'on a vu un peu comment ça tournait, on pourra taper des adversaires un peu plus forts. Ok, c'est pas une carte exécrable finalement quand on la lit, quand on prend le temps un peu de se poser dessus. Alors là, c'est un peu dommage. C'est là où des fois Zeus c'est un peu awkward, c'est que tes alters, hein, tes cartes shift la chantent excellemment bien. Par contre, tes cartes d'early game, notamment Cinderella, ne chantent pas cette carte-là, et ça c'est un vrai coup dur finalement. Et là, je suis un peu pieds et poings liés sur est-ce que j'ai envie de développer plutôt un doc, pardon, plutôt que de tuer la 2-5, mais je crois que je vais juste tuer la 2-5 et que le tour d'après, avec 5 mana, je shifterai Cinderella. Ce qui fait qu'au vu de ce qui se passe ici, on va plutôt remettre doc à plus tard. On est en train de monter naturellement en encre et on n'a pas forcément besoin de doc pour accélérer tout ça. Et le tour d'après, on pourra directement shifter notre Cendrillon. C'est pas giga fort de shifter contre le bleu parce qu'il a. En fait, quand tu shifts, tu gagnes beaucoup de statistiques, donc tu te prémunis pas mal des decks gris qui, eux, vont essayer d'attaquer ton attaque et ta défense par des blessures. Contre le bleu, finalement, il va faire de la gestion clean. Quand je dis de la gestion clean, c'est-à-dire que euh, le bleu, il va prendre ta carte et la mettre en encre. Donc finalement, plus tu joues des gros pâtés, et plus tu vas être perdant dans l'équation. Mais il n'y a plus qu'une carte en main en face pour l'adversaire. On a Aurora ici. J'ai la sensation qu'on fait ça, qu'on shift et qu'on chante. Mais si je chante, il gagne 2 d'énergie en plus, alors que si je ne chante pas, je continue juste à lorer vachement plus que mon oppo. Enfin, vachement plus, c'est vite dit, mais... Non, ouais, j'ai pas tellement envie d'aller attaquer ce board, quoi. On aurait pu aussi chanter et avoir ensuite Cinderella prêt à challenger, mais on n'aurait plus eu de cible à challenge, donc pas forcément déterminant ici. Par contre, si Aurora décide de venir taper Simba, là on aura un bon play avec le fait de pouvoir raser le board, into taper Aurore, et ce qui fera plutôt pas mal le job. Waouh, ça va très mal se passer pour mon adversaire. C'est fou parce que Grabure Sword, c'est une carte qui est censée être morte dans les synergies, contre les synergies bleues, qui on le rappelle sont ou des synergies tokens, donc objets, ou des synergies, comment on peut appeler ça, rampe avec des payoffs de très grosse taille. Ouais, là ça va très mal se passer pour l'adversaire. Et du coup, c'est des decks qui euh, prennent pas vraiment très cher sur Grabure Sword. Et là, mon oppo, il va littéralement faire l'avion, quoi. Normalement, tu peux te ready. Non, whenever you play a song, this character may challenge. Ah non, d'accord, ok. J'ai mal compris ce que faisait Cinderella, pardonnez-moi. En gros, je peux, une fois que j'ai chanté une chanson, ouais, ok. À chaque fois que je joue une chanson, je peux aller challenger un personnage. Ouais, donc du coup, c'est pas le cas ici. Ok. Oui, c'est pas elle qui se redresse, pardon. C'est qu'elle permet de taper des personnages qui sont eux inclinés. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ok, d'accord. On a un Robin Hood. Ce que j'aime bien avec Robin Hood, c'est que la carte, même à 5 mana, elle est forte. Ouais, je crois que j'ai l'impression qu'on peut juste commencer à prendre un peu d'avance. Et si jamais notre adversaire commence à faire des choses un peu puissantes avec Aurore ou reproposer un peu de board, on pourra juste grab your sword directement. Ok. Ça m'a l'air un peu gratuit, ça.
Ok, ça lui rajoute de l'encre, hein, donc il a de plus en plus l'option de trouver un énorme pâté et le jouer. Mais je crois que là, on va prendre tellement d'avance sur le board que ça devrait plutôt bien se passer. Je crois pas qu'il soit capable de l'aurer pour 7. On va décliner, je voudrais affronter un adversaire avec un deck quand même un peu plus... un peu plus solide, ou en tout cas un peu plus en adéquation avec ce que le format essaye de faire actuellement. Là, j'ai l'impression que c'était un peu comme mon deck, un peu une popote personnelle. Et moi, je valorise à fond de faire des popotes personnelles, mais quand tu fais ta popote personnelle, tu veux évidemment pas la tester contre la popote personnelle des autres. Tu veux la tester contre les meilleurs decks du format, évidemment. Ok, donc là, on a un deck Ruby Steel. Ruby Steel, c'est probablement un deck base agressive avec des lieux. Donc Grab Your Sword va évidemment faire sens. On va garder Robin Hood ici. On va lancer Stitch et on va garder Pluto, je pense. Pluto et Pluto, ça peut être pas mal, notamment contre un deck agressif et notamment avec des cartes rouges en face qui ont le rush. Le côté rempart de Pluto, ça risque de faire très très mal. Ça, c'est le genre de carte qu'on va pouvoir ancrer contre lui, à mon avis. Ouais, il a évidemment un sous-thème pirate. Ok, ça fera évidemment le job tel qu'on le pensait, quoi. Ma première intuition, c'est que Cendrillon, c'est too late. Et qu'il faut qu'on fasse Robin Hood, je te pique un lieu dans ta main, into Robin des Bois, et ensuite on voit. Enfin, Robin des Bois qui chantera un Let the Storm Rage, évidemment. Ok, quelle est cette carte? Ah, c'est un capitaine, d'accord, malin. Ah oui, donc ça va marcher avec Monsieur Mouche. J'avais même pas capté que c'était un capitaine, cette carte-là. Ok, c'est plutôt smart. J'espère qu'il a juste pas de gestion directe à Robin Hood, hein. C'est toujours le problème quand tu joues un deck d'altération, quand tu te fais attraper le support et que tu gardes l'altération en main, t'as l'air t'es un peu banane, quoi. T'es un peu banane. Le tour d'après, ça sera Robin Hood. Je tue probablement un Captain Hook. Donc là, est-ce que j'ai envie d'aller prendre le board avec Pluto? Ou est-ce que j'ai envie d'aller regarder ce qui se passe dans sa main? J'ai l'impression que j'aurai jamais le timing et je suis plus mana efficient à faire ça. Faut surtout pas que je chante la carte pour pouvoir conserver mon Robin Hood ici. Et on va probablement enlever Agrabah. J'ai pas l'impression que Wall New World, il en tire plus profit que nous. Ouais, je vais plutôt enlever le lieu. S'il nous fait un Wall New World, on a de grandes chances de trouver des choses aussi intéressantes de notre côté que du sien. Donc, non, plutôt fine. C'est un captain, évidemment, donc son Monsieur Mouche est le meilleur tour 2 du jeu. Plutôt très bien. Vraiment un crossover entre Aladdin et Peter Pan, c'est assez amusant comme jeu. C'est vachement fort, Monsieur Mouche, ça bat très très bien Grab Your Sword, c'en est presque frustrant. Par contre, eux-mêmes ne sont pas captains, donc ne synergisent pas ensemble. Ce qui fait que dès lors que je vais pouvoir tuer le Captain Hook ici, malheureusement c'est Pluto qui doit s'en aller, ça c'est un peu moche. On a 17 cartes non ancrables, il y a peut-être une petite tension sur les non ancrables. Tu as le droit de monter au-dessus de 16 pour des raisons un peu exceptionnelles. Peut-être que si jamais je devais retravailler la liste, j'essaierais de descendre à 16 et pas à 17. J'ai une petite tension là sur spécifiquement ce spot-là. On va perdre notre Pluto. C'est pas dramatique, mais c'est dommage. Donc lui, si je bannis notre ami le Captain, je récupère de l'or, mais je crois pas que ce soit l'ambition ici. Je crois on est plutôt gagnant à chanter. Ouais. Et du fait qu'on soit gagnant à chanter, si notre adversaire il rejoue pas un captain, les deux Monsieur Mouche vont perdre un de dégâts et du coup Grab Your Sword deviendra efficace là où pour l'instant la carte est un peu morte, quoi. Il pourra aussi décider de bazarder ses doubles Monsieur Mouche dans Robin Hood, mais ça serait quand même un peu un aveu de faiblesse. Il faut que je stabilise. Il faut que je stabilise pas trop bas en PV non plus. Alors déjà, ça c'est évident que c'est chanté, quoi. Là, on reprend quand même un bel ascendant sur la game. Ok. Ok.
Zeus, ça tue pas Robin Hood. Donc c'est intéressant. Wall New World, je vais lui laisser, parce qu'évidemment, je vais vider ma main. Donc dès lors qu'il aura envie de le gérer, il le gère. Enfin, de le caler, il le calera. Et moi, je serais content de reprendre une main complète. Je me demande si je dois enlever plutôt la gestion ou alors RLS Legacy. Et je dirais que c'est plutôt le terrain que je dois lever ici. Mais je suis pas bien sûr de moi. Je vais garder un Pluto dans le cas où je trouve un Stitch. Ça me permettra d'avoir des cartes pour piocher et relancer ma machine. Je suis quand même très derrière au niveau lore, donc il faut que je fasse attention à ça. Ok, il a ancré la carte qu'il a piochée, donc on sait que maintenant il reste Zeus et New World. Ouais, et il fait ce à quoi je m'attendais, qui est un play vraiment médiocre, hein, évidemment. Le play médiocre de jouer une carte qui n'a pas d'impact finalement pour l'instant. Et quand bien même elle aura de l'impact, il aura quand même fait du 2 pour 1, on sera plutôt gagnant dans l'équation. Et il va jouer Wall New World, sauf qu'on va être les premiers à en profiter. Et c'est là où je me dis que notre adversaire vient de faire une boulette. Parce que maintenant, nous, on détape avec 3 de l'or, avec un board et probablement avec un Stitch dès le tour d'après. Ça m'a l'air très compliqué pour l'adversaire. Je crois que en même temps, j'ai bien envie de piocher quelques cartes. Non, oui, allons-y. Allons-y comme ça. On va juste proposer un énorme Stitch et probablement passer le tour. On s'en fiche un peu de l'oré, on va aller regarder ce qu'il a dans la main. Et on a plutôt bien fait parce qu'il y a un smash qui allait essayer de finir mon Robin Hood. Pourquoi il joue ça? Juste pour la capacité rush? Ok, pour avoir un peu de gestion. D'accord, d'accord. Plutôt intéressant. Ouais, là je pense qu'on a pris pas mal d'avance dans cette game maintenant. On va pouvoir le tour d'après encore reprotéger Robin Hood grâce à la capacité rempart de Pluto, tout en commençant à piocher quelques cartes avec Stitch. Bon. Méta-vie qu'on n'est pas si mal ici. Cette carte-là a ce design quand même. Avoir une 3-6 pour 3 ou pour 5 qui a tant d'effets. Est-ce qu'on avait besoin de faire un truc aussi fort? Les gens ont vite vu qu'Ursula c'était au-dessus du game en chapitre 3, mais Robin Hood, ça se place là, quoi. Hein. Ok, ouais. Effectivement, il a pu rusher avant que je puisse shift mon Pluto. C'est pas très grave, ça protégera mon Stitch. Robin des Bois, il a déjà fait son job. Hein. Il a attrapé un anti-bet plus une carte. Il m'a apporté un peu de l'or plus une autre carte en mourant. Il a fait du 3 pour 1 en termes de carte advantage. C'est assez large, quoi. On va shifter. On va pas rempart, on va aller taper à Grabat. Ben. Merci. On va essayer de nullifier le plus de plays possible du côté de l'adversaire. Et on va piocher des petites cartes. Hein. Ok, je peux reshifter avec ce Robin Hood. J'ai déjà largement de quoi chanter, donc on va pouvoir lever Cinderella. Rejoindre Robin Hood, ce qui va nous permettre de continuer à chanter. Trouver de quoi repartir si mon adversaire crée un board assez large. Et puis derrière, surtout, on aura un nouveau shift sur Robin Hood. Bon, on est très très bien ici. Les profs maintenant, enfin j'appelle profs mais c'est doc. Les docs maintenant vont devenir des énergies, des encres. Hein, donc tout va bien. Tout va bien dans cette game. Je pense que mon adversaire est échec et mat. On va vérifier ça là dans les tours qui arrivent, mais ça devrait le faire. Zeus qui tue clean Stitch, c'est quand même une bonne carte. Je ne vais pas le nier. Ça marche plutôt bien. Ok, un monsieur mouche. Je vais remove 3 dégâts de mon personnage qui n'est pas malade. Hop là, on va alter sur Stitch. On va alter sur
Robin Hood. On va prendre 1 milliard de l'or et protéger tout ça avec Pluto. Tout se passe à merveille. On a 7 de l'or, pendant que lui on a 2. On a 3 cartes en main, lui en a 4. J'ai une carte qui fait piocher ici, une carte qui fait piocher dans ma main. N'importe quel drop 2 ou moins me fait piocher avec Stitch. Je pense que c'est très compliqué pour mon adversaire de revenir ici. Et quand bien même il essaierait de me challenger et de reprendre le board, déjà je pense que les statistiques de mes créatures, de mes personnages sont beaucoup plus imposantes que les siennes. Et au-delà de ça, dans tous les cas, j'aurais de quoi clean un peu tout ça avec Gravure Sword. Lorendal, je pense que tu n'es plus là. Ok, oh, on joue pas Jim Hawkins. On joue une Beast. Ouais, la meilleure carte, ça serait un Zeus ici, du coup. La meilleure carte, ça serait un Zeus. On pourra aller taper directement une Beast. Il a un Captain pour que Monsieur Mouche ne prenne pas un dégât avec l'ami Razul. Ça marche bien, ça. J'avais pas vu que c'était un Captain. C'est assez amusant. C'est un drop de descend. Et c'est la victoire ici. Et c'est la victoire. Bon, on n'a pas affronté vert gris. Pas très grave. On a quand même vu, entre guillemets, ce que proposait le deck. Moi, je voulais surtout être sûr que mon deck soit fonctionnel, de bonne qualité, avec des ratios qui soient corrects. J'ai eu la sensation que le deck tournait correctement. Alors parfois, tu as une petite tension où tu as le bon support, mais pas la bonne altération. Là où vert-gris, lui, a la chance d'avoir Morph, ce qui lui permet d'avoir toujours le bon support pour avoir la bonne altération à un instant donné. Disons que ici la puissance, c'est de profiter de cartes comme Pluto, que ce soit pour l'early game et l'accélération et le Pluto rempart, mais surtout Stitch. Moi, je trouve que Stitch Rockstar, c'est une carte qui est toujours très d'actualité, vraiment très puissante, et Vergris, lui, peut pas tellement en profiter. On a la même pertinence et puissance de Robin Hood en early game, et puis on a toujours une carte comme Ariel qui fait beaucoup de sélection, et une très bonne chanson comme The Bare Necessities qui, dans les mains des bons joueurs, pourra notamment faire des merveilles. Donner le choix à un joueur d'aller piquer une carte clé dans la main de l'adversaire, ça peut être vachement plus fort que ce à quoi s'attendent les gens. Donc voilà, je voulais au moins voir si le deck était fonctionnel. Après, est-ce qu'il est bien positionné dans le metagame? Est-ce qu'il est assez fort pour s'attaquer aux géants du chapitre 3 que vont être globalement... violet-rouge avec des gyms et des lieux, ou ce fameux deck vert-gris. On le saura à force de continuer à jouer à la liste. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis évidemment sur cette decklist-là directement dans les commentaires. Et n'oubliez pas, dans la prochaine vidéo, je vous présente les 3 meilleures listes de ce début de chapitre 3. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!